suis toujours impressionné quand les premières questions c'est ça fait quoi d'être connu? Bah ça fait rien. Moi je joue au basket parce que je voulais être le meilleur au monde. Là où j'ai changé de dimension, c'est quand j'ai décidé de me mettre avec Eva. Et là, moi, j'ai vu encore un autre niveau où Hollywood, c'est vraiment un truc de fou. Qui dit visibilité dit aussi vulnérabilité. Est-ce qu'il y a des fois tu t'es dit, bon, je vais me faire avoir, ils me vendent n'importe quoi? Ouais, bien sûr. Hein. Il y a plein de gens avec l'intelligence artificielle qui se font passer pour moi et qui arnaquent les gens en mon nom. Je clique, je télécharge, j'exécute le fichier, et là, le hack, il est fait, j'ai perdu... L'argent crée plus de stress que de sécurité. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants viennent pas cons à cause de l'argent, mais s'ils dilapident le patrimoine, je m'en fous. Quand il y a beaucoup d'argent en jeu, les gens, ils deviennent fous. C'est qui la personne la plus célèbre dans ton répertoire téléphonique? Je dirais... Non! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fracture. Vous connaissez, vous autres, je suis avec Tony, avec Eric. Aujourd'hui, on va parler de sujets qui vont vous intéresser. On va parler d'argent, du revers de la médaille de notoriété, de nos petits plaisirs un petit peu secrets, nos petits jardins secrets, et des personnes les plus célèbres qu'on a dans nos répertoires téléphoniques. Mon cher Eric, je vais commencer par toi. Là, je veux te féliciter pour ton intro. Là, t'as mis une bonne énergie et tout. Je suis vraiment content, Nathan. Tu progresses d'épisode en épisode. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et t'as pas intérêt de couper ça. Ça fait vraiment plaisir, Nathan. C'est bien. Tant mieux. Vous rigolerez moins. Moi, je vous donne rendez-vous sur 100 mètres. Il y a un bitcoin à gagner, là. Alors. Je l'ai perturbé, là. Vas-y, non, c'est bon, Pose c'est bon. la question. Pose ta Il y a question, une question Eric. pour moi en plus. Fais-nous rêver avec ta question. Allez, Ouais. vas-y. Mon cher Eric, la première question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es rendu compte du fait que ta visibilité, déjà, de ta notoriété, tu te dis, ok, ça y est, maintenant, je peux plus faire n'importe quoi, et que cette visibilité avait un Attends, prix. ça veut dire quoi? Ça veut dire faire quoi n'importe exactement, quoi. n'importe quoi? Ça veut Ça y dire... est, il a vécu dans les pays ça de veut l'Est, dire, tu dis qu'il a fait n'importe quoi. C'est ça que tu essaies d'insinuer? Mais C'est non, ça que mais- t'insinues? Tu vois, prendre des risques, tu vois, en allant dans des endroits... Si c'est des risques, ça va. Ouais. voilà, c'est ma question. Quand est-ce que tu t'es vraiment rendu compte de la notoriété? Est-ce que c'est la première saison qui va être mon associé? Est-ce que c'est bien après? Est-ce que c'est que maintenant? Alors écoute, la notoriété, elle est forcément arrivée un peu plus après la diffusion de la première saison de Qui veut être mon associé, parce qu'avant, je n'étais pas du tout connu du grand public. Cependant, il m'arrivait déjà de me faire un peu arrêter dans la rue, parce qu'avec Ledger, c'est une entreprise en France qui a eu pas mal de visibilité. J'ai aussi fait pas mal de médias, donc certaines personnes me reconnaissaient, donc ça m'était déjà arrivé d'être reconnu dans la rue, même si c'était rare. Il y a eu la première saison qui a été diffusée. Mais juste après, il y a eu le Covid, en fait. Ça a été diffusé en février 2020, et ensuite, il y a eu le confinement. Et donc, là, pour le coup, cette notoriété, je l'ai pas vraiment vue, puisque tout le monde était chez soi, puis on avait vraiment autre chose à penser. Et elle a donc apparu réellement après la saison 2. Et en fait, cette notoriété, j'ai vu la différence, tout simplement, parce que quand j'allais dans la rue, les gens me regardaient ou m'arrêtaient. Alors Déjà, ils se rendent compte que t'es un géant. oui, ça, c'est la première chose qu'on me dit. Ah, mais vous êtes grand? Bon, ça, c'était un peu toute ma vie, on m'a dit, ah, t'es grand, tu vois. Ah, oui. Combien, 1m90? Non. À 93. Et en général, on me demande Eric si. joue au basket quand même. Mais c'est ça, mais on me demande. Non, mais on me demande. Il a joué au basket, Eric. On me demande, tu joues au basket? Et je dis, non, non, je suis nul. Non, je joue pas au basket, clairement pas. Mais bon, cette notoriété, il faut quand même la relativiser. Moi, j'ai vraiment compris ce qu'était la notoriété quand j'ai commencé à fréquenter Tony, et que non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas le même monde. Ouais. En fait, moi, mon niveau de notoriété, c'est ça, je t'explique. Ça doute. Attends, c'est ça, je croise quelqu'un, je vois qu'il me regarde, il accroche le regard, je vois qu'il se dit, je le connais, mais je sais pas d'où. Des fois, dans le doute, ils disent bonjour, parce qu'ils disent, ça se trouve, c'est un voisin, tu vois. Et je pense que, tu vois, 3 minutes après, ils percutent peut-être en disant, ah oui, c'est le gars de la télé sur M6 qui veut être mon associé ou je sais pas quoi. Donc voilà, moi, je suis plutôt à ce niveau-là de notoriété. Donc c'est complètement gérable. Et franchement, de saison en saison, j'ai pas l'impression que ça change, tu vois. C'est-à-dire que j'ai eu un petit cap de notoriété avec la diffusion de l'émission. Puis après, ça reste tranquille, mais c'est vraiment... C'est ça, c'est une notoriété. C'est pas une célébrité. Ouais. Voilà. Vraiment faire la C'est différence. vrai que c'est deux choses différentes. C'est deux Je suis choses d'accord avec différentes. toi. Les premières années de NBA, au bout de... Est-ce que première année post-draft, ça y est, c'est fini, ça a changé, ou ça a mis 1 ou 2 saisons? Parce que les tout jeunes joueurs, peut-être qu'ils ont un peu de répit encore.
Non, bah moi, ça c'est arrivé dès le début. Et c'est impressionnant la différence. Parce que j'ai 19 ans, je joue à Paris, donc tout le monde peut venir me voir jouer. Personne ne me reconnaissait. Et je suis drafté. Et 2 mois après, bah, je suis titulaire aux Spurs. Et là, c'était incroyable. Ça a explosé d'un seul coup. Et donc après, l'été suivant, quand je rentre en France, parce que pendant l'année, bah, je suis aux États-Unis, je fais ma saison, on joue les Lakers contre Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, donc ça a fait beaucoup de bruit. Et là, quand je suis rentré en France, bah, j'ai tout de suite vu, dès que je suis rentré dans l'avion, Air France, direct, et bah, le pilote, les hôtesses de l'air, tout le monde voulait une photo et me demandait comment c'était passé. C'est ma première saison, j'atterrais à Paris, j'attendais mes bagages, tout le monde me demandait des photos. T'arrives à l'hôtel, tout le monde me demande des photos et c'est impressionnant la différence. Alors que je me disais que 2 mois avant, je jouais à Paris et c'est à la limite, s'il y avait 500 personnes, non, j'exagère un peu à Coubertin, mais c'est vrai que le sport et la NBA, la NBA, c'est incroyable comment la NBA s'est connue dans le monde entier, en fait, dans tous les pays. Bien sûr. Et tu sais, de toute façon, que ce soit le foot ou le basket, c'est impressionnant, la notoriété. Et après, là où j'ai changé de dimension, où c'est devenu après célébrité, et là ça devient vraiment des fans absolus, où on me suit partout, c'est quand j'ai décidé de me mettre avec Eva. Le mariage. Non, mais même pas avant le mariage, en 2004, parce que en fait je me rappelle de mon premier date. Eva Longoria. On précise. Eva Longoria. Ça t'a sorti à Hollywood, quoi. Ben, en fait, pour remettre un peu de contexte, quand moi je sors au début avec Eva, elle est pas connue en fait. Elle faisait les feux de l'amour. Elle faisait pas de Desperate Housewives encore? Non, nos d'accord. premiers dates, personne la connaissait. Donc c'était genre, on allait manger et on demandait des photos à moi. On calculait pas Eva. Et je dirais 2-3 mois après, donc elle a commencé, on va dire, à shooter Desperate Housewives, tu vois, mais c'était pas encore sorti, quoi. Quand ça s'est sorti là, l'ampleur que ça a pris. Et là, c'était à partir de ce moment-là où partout où j'allais, bah, tu sais, t'avais les paparazzis, tout le monde te suit partout. Chaque fois que tu sors de la maison, on te suit. Et donc après, quand on allait au resto, bah, t'avais mes fans, t'avais ses fans, et donc le mix des deux, bah, c'était du grand n'importe quoi. Et là, moi, j'ai vu encore un autre niveau de célébrité, où Hollywood, c'est vraiment un truc de fou, parce que son show, c'était un succès planétaire. C'était incroyable, le succès du show. Et même moi, j'étais même impressionné. Je me dis, parce que moi, quand je l'ai connue, c'était moi, la petite fille du Texas, elle venait de San Antonio, et voilà, elle était actrice, mais c'était pas le niveau que c'est devenu, quoi. Donc c'est assez impressionnant quand après tu vois les pancartes dans tout Los Angeles et qu'elle commence à faire Saturday Night Live et tous les trucs comme ça. Tu commences à aller au World Show, les Oscars, les Emmys, tous les trucs comme ça, c'est impressionnant. Et est-ce que tu as souffert des épisodes paparazzi? Est-ce que vraiment tu t'es dit, putain, j'ai envie de m'en faire un, là, j'en peux plus, arrêtez de me suivre? En fait, moi j'ai toujours pris le succès et la fame comme si c'est la rançon de la gloire, quoi. Ça fait partie de ton métier. Si tu fais un métier comme ça, bah, forcément, tu vas avoir des gens qui t'admirent, qui vont te suivre, que tu inspires. Enfin, moi, ça me touche toujours quand je vois un petit, tu sais, qui porte mon maillot. Je me dis que moi, j'étais ce petit-là qui portait le maillot de Michael Jordan et qui était inspiré par lui, et j'avais envie de faire quelque chose de ma vie. Et donc, je me suis toujours dit, si je peux inspirer la nouvelle génération, si je peux inspirer des jeunes à vouloir réussir leur vie, ben moi, je l'ai toujours pris très, très au sérieux, mon rôle d'ambassadeur du basket français aux États-Unis, représenter mon pays. Moi, ça me tenait à cœur. Ah, je comprends. Et est-ce que tu as noué des relations fortes avec un journaliste ou un paparazzi, ou c'est plutôt, tu as toujours mis au même titre, tu vois, une barrière avec ces gens-là ou ce Non, c'est comme dans la vie, tu as des gens avec qui tu vas t'entendre, tu sais, ça se force pas les trucs comme ça. Tu peux pas forcer à être ami avec quelqu'un, où les gens ils me demandent maintenant que je suis avec Eric et dans cette aventure-là, mais pourquoi Eric l'archevêque, tu sais, ça les fascine. Et moi je dis les trucs comme ça, tu peux pas contrôler à qui tu veux être ami, c'est vraiment question de feeling. Et quand tu vas rencontrer la personne, est-ce que tu vas aimer son énergie ou les discussions, est-ce que tu vas connecter? Et donc pareil avec les journalistes. Moi il y a des journalistes où ça fait 20 ans qu'on se connaît, on s'entend très très bien, il y a des paparazzi pareil avec qui je m'entends bien, et c'est normal parce que tu les vois tout le temps, donc forcément à un moment donné ils font partie de ma vie, tu vas les voir à chaque événement, chaque truc, chaque red carpet, donc forcément tu vas avoir des affinités avec certains. Ok, je comprends. Eric, cette fois-ci je me tourne vers toi pour te poser cette question. Donc qui dit visibilité dit
opportunités, mais aussi vulnérabilités. Ouais. Je vais commencer par les opportunités. Toi, quand effectivement le début de la notoriété, c'est qui va être mon associé, mais à cette époque-là, toi, Ledger est quand même déjà sur des rails, c'est déjà une entreprise très bien établie. Est-ce que tu sais dire un petit peu les opportunités que ça t'a apporté du coup ? Sur les premières saisons, pas tant que ça. En fait, ça m'a apporté cette notoriété, mais c'est pas une notoriété que j'ai vraiment utilisée ou mis à profit. Pour Ledger, puisque effectivement, je t'ai présenté en tant que cofondateur de Ledger. Bon, il faut savoir que Ledger a fait 2% de son chiffre d'affaires en France, donc c'est pas le sujet. Je pense que ça a été positif pour la marque employeur de Ledger par ricochet, tu vois, de dire, bah tiens, il y a de ces fondateurs qui passent à la télé. Enfin, c'était globalement positif. Mais d'un point de vue business et opportunité, finalement, ça n'a rien fait. Mais parce que moi, j'avais décidé, en fait, de ne pas l'utiliser. Et j'ai vraiment mis du temps, je crois que c'est qu'à partir de la 3e saison, 4e saison, je ne me rappelle plus, il y en a tellement, que j'ai commencé en fait à me dire, attends, j'ai cette visibilité, il faut que je l'utilise quand même, que j'en fasse un levier, et que je me suis un peu forcé à sortir du bois et à commencer à être actif sur les réseaux sociaux. Et lancer un livre ? Et écrire un livre, oui, Entreprendre pour être libre. Et alors ça, je l'ai fait parce que j'avais plus envie de raconter mon histoire. C'est toujours un plaisir d'écrire un livre, tu vois, c'était l'exercice, parce que franchement, c'est pas une opportunité business d'écrire un livre. T'écris pas un livre pour gagner de l'argent. Et donc, ça a mis du temps, en fait, avant de l'utiliser. Mais je l'ai utilisé plus parce que je me suis dit, il faut pas gâcher. Ouais. Non pas parce que j'avais vraiment des objectifs, mais voyant quand même cette plateforme qui était en train de se créer, je me suis dit, il faut que je crée du contenu, que je commence à aller sur les réseaux sociaux et un petit peu essayer de l'utiliser. Parce que c'est vrai que c'était pas ton truc, toi, les réseaux sociaux au départ. Non. Alors, quand j'étais joueur de poker, par exemple, j'avais un blog et j'aimais bien communiquer sur mes résultats, ce que je faisais, j'expliquais, je décrivais toutes mes parties. Donc, et il y avait des gens qui me suivaient. Donc, c'est un exercice que j'avais déjà eu. Et là, je me suis dit, je vais faire la même chose, mais sur l'entrepreneuriat. C'était vraiment dans une volonté d'utiliser cette notoriété pour transmettre des messages, essayer un peu d'inspirer, un peu comme tu parlais d'inspirer sur le basket. Là, moi, c'était un peu sur l'entrepreneuriat, à mon niveau, d'essayer d'aider un peu les jeunes, donner un peu des clés pour ceux qui voulaient se lancer, de leur donner confiance et de donner envie d'entreprendre. Ouais. Tony, toi, je vais te poser le revers de la médaille qui dit visibilité, dit aussi vulnérabilité. Est-ce qu'il y a des fois, tu t'es dit, bon, eux, ils m'ont contacté, c'est un faux plan, je vais me faire avoir, ils me vendent n'importe quoi, le deal, il est pourrave. Est-ce que tu as été déjà dans ces situations où tu t'es dit, non, mais là... Ouais, bien sûr, quand tu as de la notoriété, il y a plein de choses qui vont venir, plein d'opportunités, bonnes et mauvaises. Tous les mois, avec mes équipes, on reçoit tellement de projets. Et en plus, quand j'ai participé à Qui veut être mon associé, tu en as encore plus avec toutes les startups. Et donc, c'est à toi de bien te positionner, avoir une team en qui tu fais confiance. Parce que tu ne peux pas tout faire, ça c'est sûr. Et vraiment choisir les bonnes opportunités. Et moi, comment je me décide, c'est déjà, j'essaie de voir si je suis passionné par rapport à mon groupe, Infinity Nine Group. On a nos 4 pôles, sport, éducation, art de vivre, tech. Et par rapport à tout ça, j'essaie de choisir des projets où je suis passionné. Parce que déjà, il y a beaucoup d'opportunités, tu ne peux pas tout faire. Et si tu veux bien faire les choses, autant faire quelque chose qui te plaît. Oui, tu as raison. Et toi, Eric, est-ce que tu t'es dit, il y a des fois où tu es allé au bout, tu t'es dit... Alors là, ma visibilité, elle m'a pas aidé, quoi. Sur un deal, une opportunité, un investissement, un truc que tu n'aurais vraiment pas dû faire. Alors j'ai fait des erreurs, parce que j'en fais plein d'erreurs dans ma vie, mais non, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Disons que je pense pas que ma visibilité m'ait apporté en fait un lot de deals pourris. Ça apporte plus de deals, donc oui, mécaniquement, forcément, il y a plus de deals sans valeur qui arrivent. Et peut-être que j'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire, ou certains investissements, mais c'est toujours facile de regarder après. Je me suis jamais fait arnaquer, ou j'ai jamais vu arriver des gens qui étaient là pour m'arnaquer. Tu vois, autant cette visibilité donne accès à plein de deals comme toi. Il y a plein de gens qui viennent te voir en fait en espérant d'avoir un investissement, mais des arnaqueurs qui viennent, non. Par contre, ce qui est vraiment problématique, et là c'est lié avec la visibilité. Et c'est quelque chose qui est en plus très difficile à gérer et qui peut avoir des conséquences dramatiques, c'est que y a plein de gens, notamment avec l'intelligence artificielle, qui se font passer pour moi, qui créent des faux comptes Telegram, d'investissement, et qui arnaquent les gens en mon nom.
Et c'est très difficile de s'en débarrasser parce que tu as beau signaler les faux comptes Telegram, Facebook, Insta, Twitter, X, etc. Il n'y a pas forcément une réaction rapide en face. Et puis, les arnaques sont tellement de mieux en mieux faites que les gens doivent faire preuve d'esprit critique. Et à la fin, ils disent, voilà, est-ce que c'était vous? Moi, on me contacte souvent en disant, est-ce que je suis bien en train de vous parler sur Telegram? Et là, je vais dire non. Et tu peux pas dire tout le temps, faire des stories en mode « c'est pas moi », c'est pas possible. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que finalement, cette notoriété, elle va être détournée et utilisée pour faire du mal aux gens. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu as difficulté de lutter. Et ça, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui m'attriste. Et je trouve que ça, c'est le vrai revers de la médaille en ce qui me concerne. Moi, si tu veux, indirectement, j'ai été victime de ça parce que, pas de toi. Tu as parlé d'un faux Eric? J'ai pas parlé à un faux Eric, j'ai parlé à un faux gros investisseur américain quand j'étais en levée de fonds il y a quelques années. Et bon là, c'était en fait des Russes hyper bien ficelés le truc. Ils usurpaient un profil LinkedIn très précis. Ils t'invitaient sur un call pour discuter de ta boîte. Bon et là, c'est vrai que je fais une erreur terrible, c'est que ils m'envoient pas un Teams ou un Google Meet, ils m'envoient un logiciel que je connais pas, mais qui ressemble à une plateforme de visio. Je clique, je télécharge, j'exécute le fichier, et là, le hack, il est fait, je me suis fait hacker beaucoup d'argent, du coup, donc maintenant, je suis très sécurisé, mais voilà, ça peut arriver à tout le monde. Je me suis fait hacker, c'était quand même en centaines de milliers d'euros, hein, donc c'était pas rien. Ouais, parce que tu avais tes clés privées sur l'ordinateur, c'est-à-dire que tu avais tes cryptos, tu n'avais pas de sécurité avancée. Ouais, j'avais pas ce qu'il fallait, et donc voilà, ça tenait tant que je faisais pas une erreur aussi bête que celle-là. Malheureusement, c'est arrivé. Ouais, l'ingénierie sociale. Mais ça arrive à tout le monde. Moi, je pense que de toute façon, les erreurs, ça fait partie du succès. Hein. À un moment donné, tu as des hauts et des bas, et il faut trouver un juste milieu, et justement. Moi, je pense que mes plus gros succès, mes plus grosses victoires, ça part par des défaites ou par des business loupés, parce que comme ça, t'apprends, et t'apprends tout le temps. Donc, je trouve qu'il faut pas avoir trop de regrets sur ça, ça arrive à tout le monde. Hein. Ouais, mais tout à fait. Et après, de toi à moi, c'est vrai que je suis quand même vite passé à autre chose, parce que... tu peux pas t'apitoyer. Sinon, non, je peux pas m'apitoyer, puis entre guillemets, je suis content que ce soit que de l'argent. Ça aurait pu être quelque chose de plus grave, j'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours eu ce dicton de dire tant que c'est que de l'argent, il y a pire dans la vie, donc ça c'est certain. Ouais. Voilà. Ça c'est sûr. Ouais. Pour reparler un petit peu rapidement de qui veut être mon associé, comment tu gères toi hors écran la due diligence? Oui, les audits. En fait, dans l'émission, on rencontre les entrepreneurs. Hein. C'est la première fois qu'on les voit. On n'a pas les dossiers avant, donc on n'a aucune information. Il y a le pitch et on prend une décision. Et en fait, on se tape un peu dans la main en plateau en disant « bah oui, je vais investir 100 000 euros contre 10%. » Et en fait, pour les téléspectateurs, c'est la fin. Mais pour nous, c'est juste le début. Parce qu'après, on rentre dans les audits, les due diligence, c'est-à-dire qu'on va regarder l'entreprise, on va regarder ses comptes, on va regarder sa technologie, on va ouvrir le capot, on va poser plein de questions, on va vérifier tout ce qui a été dit en plateau, parce qu'on investit notre argent personnel, donc on va bien sûr faire tout un tas de vérifications. Et après, comme dans la vraie vie, c'est complètement normal, il y a un certain nombre de deals qui plantent. Moi, j'ai fait 32 deals en plateau, et j'en ai réalisé 20. J'ai fait 20 investissements, il y en a 12 deals qui ne sont pas allés au bout. Parce que 6, ça vient du fondateur ou de toi. Sur les 12, il y en a 6 qui ne sont pas allés au bout parce que c'est l'entrepreneur qui décide de ne pas continuer. Parce que finalement, il se dit « ouais, j'ai pas envie d'avoir un associé », parce que il change d'avis pour tout un tas de raisons, et c'est son droit, c'est la vie. Et il y en a 6 sur lesquels c'est moi en fait qui ai stoppé le deal, et à chaque fois j'ai expliqué pourquoi, parce qu'il y avait telle ou telle problématique qui est apparue, enfin bon, il y a toujours plein de bonnes raisons pour que le deal finalement ne se fasse pas, et c'est la vie normale en fait de l'investisseur. Quelqu'un qui ferait 100% de ses investissements, ça veut dire que soit il ne fait pas de due diligence, voilà, c'est impossible. C'est impossible. C'est vrai que moi qui suis... D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Vous m'avez sollicité sur une due deal d'un deal un peu technique, crypto, etc. Je vous avais donné mon avis, mais c'est vrai que moi, sur le due deal, je pense qu'in fine, je me retrouverais à faire peut-être 5 ou 10% du deal flow à la fin. Alors, je peux pas savoir, mais c'est vrai que ça peut être... Oui, en fait, s'il y a 60% de taux de transformation, c'est déjà beaucoup. Ouais, après, c'est souvent des deals un peu plus simples, moins technologiques, donc il y a aussi moins de raisons que le deal tombe, et c'est souvent des entreprises qui sont au début de leur vie, donc qui n'ont pas forcément énormément de choses à valider, mais en tout cas, c'est complètement normal et logique que tous les deals n'aillent pas au bout.
Tony, pour revenir au premier sujet de cet épisode, qui était un peu le prix de la visibilité, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un truc, tu te dis, vraiment j'aimerais pouvoir le faire et tu peux plus le faire à cause de la notoriété? Faire tes courses. Faire tes courses, aller sur une plage en maillot de bain. Je fais mes courses, hein, j'y vais. Hein. En fait, moi, c'est marrant parce qu'en plus, vous avez pris cet exemple-là. Je sais que vous n'avez pas fait exprès parce qu'on n'a pas discuté de l'émission. C'est trop marrant le dimanche quand je vais faire mes courses et que les gens, ils me voient et ils me regardent. Mais tu fais tes courses? Comme si, genre, j'avais pas le droit de faire mes courses. Genre, c'est pour eux, ils pensent que c'est obligé que ce soit quelqu'un d'autre qui fait mes courses. Mais tu déclenches pas une émeute? Si. Mais moi, j'aime bien faire mes courses. Moi, j'aime bien aller choisir mes petits mais trucs. Comment tu fais? Les gens te disent. Est-ce que tu sais ce que c'était mon premier job ever? Est-ce que tu sais ce que c'était? Tu faisais du mise en rayon? Non? Non. Je tente un truc? Non, c'est pas. Mon premier job, quand j'avais 12 ans, c'était j'allais au marché et je vendais le fromage. Ok. D'accord. Et donc, moi, j'adorais aller au marché et préparer tous les fromages. Ouais, on étale tout. Et j'aimais trop faire ça et puis choisir les petits morceaux. Puis après, tu avais les petites grand-mères qui venaient, qui faisaient leurs courses et tout ça. Et donc, moi, j'ai gardé un peu ce truc-là. J'aime bien aller dans les magasins et choisir ma petite pièce de viande, choisir ce que je vais manger. Tout ça. Ça te dérange pas que tout le monde te regarde et dit tiens, ça va, t'as l'habitude, c'est ça. J'ai l'habitude. En fait, ça me dérange même plus. En fait, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Mais tu vas dans un grand magasin ou une petite boucherie de quartier? Non, j'ai mon petit magasin du quartier. Ou sinon, je vais aller avec les enfants parce que ça fait partie de l'éducation, bien sûr, de les emmener et je leur donne de l'argent de poche et je leur dis bon les gars, vous pouvez choisir ce que vous voulez sur le marché. Vous choisissez ce que vous allez manger et donc ils vont à chaque étalage. Ils parlent avec la dame ou le monsieur et ils vont choisir leur poulet ou leurs légumes, les fruits qu'ils vont manger. Et j'adore faire ça avec mes enfants. Ok, donc tu t'interdis rien de ce que tu pourrais faire? Franchement, non. Après, je sais qu'il y a certaines choses, je sais que ça va pas être facile. Hein. Par exemple, je sais pas, moi, si je veux emmener mes enfants à Disney, je sais que ça va être la guerre. Donc oui, j'ai 2-3 personnes de sécurité et malheureusement, tu sais, ce jour-là, j'explique toujours aux gens, non, là, je ferai pas de photos aujourd'hui parce que je suis avec mes enfants. Mais c'est quand même la guerre. Mais après, c'est comme ça. Il y a des trucs, je sais que ça va pas être facile, mais après, une fois que tu as de la sécu, ça va, quoi. Et est-ce qu'un jour, tu aimerais bien, quand même, tu te dis pas, j'aimerais bien être invisible? Ouais, invisible. Tu vois, te balader, marcher, que personne qu'on te laisse tranquille, quoi. Tu vois, que personne te regarde. Je me pose même pas la question, en fait, parce que depuis que j'ai 19 ans, c'est comme ça. Donc, en fait, je me rappelle même plus ce que c'était de pas être visible, en fait, d'être invisible. En tout cas, ça... t'en fiches, c'est pas un truc que tu te dis... J'y pense pas. Je pense pas, très bien. Je me dis pas, j'aimerais être invisible. Ça me traverse même pas l'esprit, en fait. Je me dis que c'est comme ça. Et ça fait 25 ans que c'est comme ça. Et voilà, quoi, j'ai l'habitude. Tu parlais de tes enfants. Petite question qui me vient comme ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu nourris une ambition pour eux? Je sais que c'est difficile, tu dis que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business, ou est-ce que ton seul objectif... Et moi, je vais te répondre honnêtement après à cette question. Okay. Tu te dis, je veux juste qu'ils soient heureux, même si ils sont pas dans le luxe. Bon, forcément, ils auront certainement un héritage, je leur souhaite, mais est-ce que tu nourris quelque chose pour eux? Non, j'ai aucune ambition, on va dire, pour eux au niveau sport ou business. Moi, mon seul truc, c'est je veux qu'ils restent en bonne santé. Santé. Ouais, moi, j'espère juste qu'ils vivent longtemps, parce que moi qui viens de perdre mon père, là, il y a 3 mois, du jour au lendemain, à 70 ans. Je trouve que 70 ans, c'est beaucoup trop jeune. C'est sûr. Où moi, je suis parti le jeudi, il était en très bonne santé, ça faisait 6 mois qu'il vivait chez moi. Tu le rencontres parce que, chez exactement, tu le rencontres chez moi, Ouais. parce qu'il voulait passer un peu de temps avec les petits-enfants. Donc, il m'a dit, là, les 6 prochains mois, je reste chez toi. Moi, pas de problème, toujours content d'avoir mon père chez moi. Je pars le jeudi, tu reviens le dimanche, il est plus là. Moi, c'est la première fois que je voyais un corps décédé. Enfin, c'est la première fois que je voyais un mort. J'avais jamais vu ça de ma vie. En fait, je me dis que c'est pas à nous, les parents, t'as pas à enterrer tes enfants, en fait. Et c'est pas comme ça que la vie, elle est faite. Et donc, moi, je me dis que le seul truc que je veux pour mes 2 enfants, c'est qu'ils vivent longtemps et qu'ils soient en bonne santé. Après, s'il est boulanger, avocat, tant qu'il est heureux dans sa vie et qu'il est en bonne santé, moi, ça me va. Je mets pas de pression pour certains parents, ils sont à fond, ils veulent absolument que leurs enfants soient des sportifs de haut niveau et ils mettent tout un programme à la Tiger Woods. Moi, je fais pas ça.
Moi, je veux juste qu'ils soient en bonne santé. Ouais. Je vais, avant de te poser la question, Eric, parce que toi, ta réponse va être intéressante. Tony, tu as 2 garçons. Oui. Moi, j'ai 2 filles. Et ben, je pense quand même, moi, je me fais beaucoup de soucis. Je sais pas si c'est normal de réagir comme ça ou pas, mais je me fais plus de soucis parce que c'est des filles, avec le contexte dans lequel on vit, avec la sécurité dans laquelle on vit. Je me fais du souci et j'espère effectivement que... Et je sais que ça va être dur, tu vois, mais qu'elles puissent avoir à minima le niveau de vie que j'ai moi. Je sais que ça va être difficile. Mes parents ont fait l'ascenseur social par rapport aux leurs. Moi, je fais un ascenseur social par rapport à mes parents. Je sais pas si ce sera possible pour elles. Toi, Eric, qui a et des garçons et des filles, est-ce que tu fais pas de différence par rapport à ça? Ou est-ce que tu nourris aussi une ambition pour elles? Alors déjà, je nourris aucune ambition à part le fait qu'ils soient heureux. La santé, oui, mais effectivement, je m'étais heureux en premier, même si, bon, tu as évidemment raison dans ton approche, et je ne mets pas de pression. Et en fait, j'ai même au contraire assez peur, et c'est toujours été ma crainte, que mon niveau de vie et le succès que j'ai eu, succès business, les transforme de façon négative. Et c'est pour ça que donc déjà, d'un point de vue général, j'ai toujours essayé de faire attention de faire une bonne éducation, de passer du temps avec eux, etc. Je pense que c'est important, mais surtout, dès qu'ils étaient jeunes, je leur ai dit, dès qu'ils étaient en âge de comprendre, je leur ai expliqué que, on était effectivement dans un environnement qui n'était pas comme tout le monde, il y avait de l'argent, donc de leur dire, oui, effectivement, c'est comme ça, de leur expliquer qu'on ne vit pas comme tout le monde, qu'on a beaucoup de chance, leur exprimer aussi que c'est pas parce que nous on a de l'argent que les autres, en fait, qui en ont moins, ils sont moins bien, qu'il y a des jugements de valeur. J'avais vraiment peur qu'ils vrillent par rapport à ça. C'était déjà arrivé de leur faire une piqûre de rappel? Non, parce que c'est toujours... genre un test? Non, enfin, en fait, parce que moi, attention, moi je suis très très fier de mes enfants. Ils sont bien éduqués, ils sont gentils. J'ai même pas envie de dire que j'ai de la chance. En fait, je travaille pour ça. En fait, c'est le résultat entre moi et leur mère qui fait un très très bon travail aussi. Mais des fois, je trouve que c'est important de faire des petites piqûres de rappel parce que moi, je suis en mode Peter Pan. Moi, c'est un peu mon surnom des fois que mes amis me donnent parce que je suis toujours positif. Je veux, tout ce qui se passe, je vois jamais rien de négatif et je veux toujours aller de l'avant. Et mes enfants, je leur dis toujours, attention, vous êtes pas riches, vous. Papa, il est riche, mais vous n'êtes pas riche. C'est pas votre argent. Et il y a un moment où, ils sont un peu enflammés. Et donc, on arrive à l'aéroport, on part en vacances. Et, tu vas à droite pour économie, à gauche pour première, Et là, ils commencent à marcher à gauche. Je dis, vous allez où, là? Et, ils me regardent, ils font, qu'est-ce qu'il y a, papa? J'ai fait, vous allez faire un petit tour en éco, là. J'ai pas aimé, là. Donc, je leur explique, ce qui s'est passé. Et ils m'ont regardé. Mais j'étais pas sérieux, tu vois. Et j'ai fait, vous allez aller en économie sur ce voyage-là. Je suis parti en première, en économie, tu vois. Et ils m'ont regardé, et attention, quand je suis arrivé dans l'avion, ça m'a piqué, ça m'a fait j'ai eu du mal à faire ça, mais je voulais, tenir bon pour envoyer un message que c'est pas garanti que maintenant, toute ta vie, tu vas voyager en première classe. Ouais. Et ils ont fait tout le voyage en économie. On atterrit. Et je leur dis, ça va alors? C'est bien l'économie? Je voyais, c'était un peu vénère. C'était bien, tu vois. Et je voyais, ils répondaient pas trop. Mais je voulais envoyer un message. Ouais. Donc, on fait nos vacances. Tout se passe bien. Voyage du retour. On arrive, gauche-droite. Et là, ils sont comme ça, ils savent pas. Et ils étaient vraiment, vraiment sages, tu vois, sur les vacances. C'était vraiment, vraiment bien. Et donc, j'ai dit, c'est bon, vous pouvez venir avec moi en première. Quand on est arrivé dans l'avion, ils étaient tellement contents, comme si, on retrouve ça. Mais je dis que depuis ce jour-là, mais ils sont tellement reconnaissants maintenant à chaque fois qu'on prend l'avion, parce que je pense que ça les a marqués à vie. Ouais. Que maintenant, ils se disent, mais peut-être c'est pas garanti qu'on va voyager en première tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est pas gagné. Des petites piqûres de rappel pour expliquer, parce que moi je suis comme toi, Eric, je leur explique que ça c'est pas la vraie vie. Papa il a travaillé dur pour avoir tout ça. 4 billets en première classe. Et je vais travailler dur pour pas perdre tout ça. Parce qu'il y a 60% des sportifs, on sait très bien que 5 ans après la retraite, ils n'ont plus rien. Donc, je leur explique tout ça. C'est pas une garantie qu'on va vivre comme ça. Parce que tu travailles dur pour le gagner, mais c'est aussi dur après pour le garder. Non, mais tu as raison. Et c'est en fait le discours que je tiens à mes enfants, c'est que je leur ai expliqué qu'ils hériteraient de rien.
Je leur ai dit, effectivement, cet argent, c'est moi qui l'ai gagné. Parce que je veux pas, en fait, qu'ils soient élevés dans un environnement où ils se disent, quoi qu'il arrive, j'aurai de l'argent. Exactement. Qu'ils vrillent et que ça devienne des petits cons. Et donc, ma fille, qui a 17 ans, elle sait très bien qu'elle va devoir bosser, qu'elle va devoir pour payer ses études et qu'elle va devoir faire quelque chose. Donc, évidemment, je l'aide à payer ses études. Enfin, je suis pas non plus complètement hardcore. Ça. Et pareil pour un hébergement, un toit, parce que si elle est étudiante, etc. Donc, évidemment que je suis là pour l'aider. Mais elle a tout à fait conscience qu'elle va devoir travailler. Ouais. Parce qu'il est hors de question qu'elle récupère tout ça ou que les trois récupèrent ça comme ça. Parce que j'ai envie qu'ils se fassent eux-mêmes et qu'ils aient envie de faire quelque chose et qu'ils aillent se développer. Parce que sinon, il n'y a rien de pire quand tu grandis de dire, de toute façon, j'ai tout. Pourquoi est-ce que je me bougerais et c'est vrai que tu t'es fixé un âge où tu leur donnerais quand même un petit truc pour que aussi, s'ils l'ont bien mérité et s'ils ont bien travaillé, c'est qu'ils profitent un peu de la vie. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. Tu vois, je me suis fixé un âge pour eux, pour qu'ils puissent profiter aussi. Et c'est pas que les petits-enfants. Si moi, je vis très longtemps... Bien sûr. Je sais pas, je dirais qu'effectivement, 25 ans, c'est déjà un âge un peu plus de raison. Je les aiderais dans leur business, bien sûr, tu vois. S'ils choisissent de faire du business. Ouais. Et sinon, après, je pense que, à 30 ans, parce que le but, c'est à un moment, j'ai pas... je sais qu'à un moment, je serai plus là. Donc, et en plus, en droit français, on ne peut pas déshériter ses enfants. Hein, c'est très compliqué. Exactement. Donc là, c'est plus une posture que j'ai. Et ils savent bien que, en fait, ils n'ont pas un budget limité, que s'ils demandent des choses, ils ne les ont pas forcément. Parfois, évidemment, on se fait plaisir. Je ne suis pas non plus un maboule. Il y a un seul budget sur lequel je leur ai dit, c'est illimité. C'est nos limites. Et là, en fait, dès qu'ils disent, j'ai bim. Là, je suis le yes man. C'est les livres. Ouais. Les livres, j'ai dit voilà. Et donc, j'ai une fille qui lit beaucoup. Il y en a beaucoup ici. Des non, mais j'ai une fille qui lit beaucoup. Et donc là, avec le Kindle, bim, 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 bim. Donc, je me dis, OK, j'avais annoncé. Et ça, je dis, OK, ça, c'est nos limites. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent acheter autant de livres qu'ils veulent. Ça, je finance. Pas mal, ça. Ouais, non, c'est bien. Ouais. Je pense avoir une approche légèrement différente à la vôtre. J'ai fait beaucoup de conférences, moi, dans ma vie, en tant que spectateur aussi. Il y en a une qui m'a particulièrement marqué. C'était une conférence sur la destruction des empires familiaux. Aujourd'hui, quand il y a un créateur de richesse dans une famille, tu as 70% de chances, j'ai pas la stat exacte, faudrait la retrouver, mais que, en gros, l'empire s'effondre au bout de la deuxième génération qui va suivre ça. Et donc, j'ai suivi cette conférence parce qu'il y a un type, justement, qui a créé son empire familial et qui œuvre pour contrecarrer cette statistique. Et donc, ce qu'il a fait, lui, il a pris une approche un peu différente. C'est que dès le plus jeune âge de leur enfant, donc aux alentours de 10 ans, parce que celle qui faisait la conférence, c'était la fille de ce monsieur, c'est de leur confier une somme d'argent, genre 10 000 ou 20 000 euros. Et ils doivent commencer à gérer. Mais il fait quoi à 10 ans avec 10 000 euros ? Il apprend ce que c'est la bourse, il apprend à payer, il apprend à ce que c'est le fonctionnement de l'économie. Donc, c'est les mettre très tôt dans le truc. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Je sais pas, mes enfants sont encore très loin de leur âge, de cet âge-là. Moi, je fais pas ça. À 10 ans, et c'est leur confier cette somme en leur disant, tu dois le faire travailler, tu dois le faire bosser, etc. Avec les outils qu'ils ont à disposition. Et comment ils ont choisi ? Pourquoi cet âge-là ? Pourquoi ils ont choisi 10 ans ? Parce que lui, en tout cas, sa thèse, c'était de dire que le plus tôt ils étaient consciencieux de la sauvegarde du patrimoine, le mieux c'était, parce que si c'est, tu vois... Mais pourquoi ils veulent sauvegarder le patrimoine ? Parce que c'est eux qui vont reprendre, puisque... Non mais d'accord, mais qu'est-ce que... Alors moi, tu vois... Ouais. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants, en fait, soient moralement bien câblés et que donc ils ne deviennent pas cons à cause de l'argent, tu vois. Mais s'ils dilapident le patrimoine, je m'en fous. C'est leur problème. Tu vois, s'ils font des conneries... C'est vrai. Parce que moi, en fait... C'est vrai, mais tout le monde ne raisonne pas comme moi, toi. Moi, je me dis pas, je crée un empire, l'archevêque. J'en ai rien à foutre de mes descendants. Oh, voilà, mais je pense que c'est très propre à toi. Parce que moi, je me dis, c'est leur problème. C'est à eux de faire. Tu vois, alors oui, OK, il y a des trucs, je vais le donner, je vais pas les mettre à la poubelle. Mais je réagis pas du tout comme ça. Écoute, c'est très intéressant parce que moi, je pense que Bernard Arnault, il a envie que son nom, il perdure pendant des générations et des générations. Rien à foutre. Hein. Non, l'archevêque, j'ai pas cette... Je comprends qu'on puisse l'avoir, mais moi, c'est pas mon cas, tu vois. Et c'est à eux de se faire. Tu vois, chacun sa vie, quoi. Ah, mais je peux t'assurer que je pense, les gens nous diront en commentaire, dites-nous, mais je pense que tu es dans la minorité à raisonner comme ça, à ne pas vouloir que
la graine que tu as plantée, elle soit dilapidée par les générations à venir. Je m'en fiche en fait. Je souhaite pas qu'il la dilapide, si tu veux, c'est pas mon objectif, mais c'est pas du tout un sujet, j'y pense pas. Je dis c'est leur problème. Ouais. Et s'il la dilapide, tant pis pour eux, ils se démerdent. Et puis les petits-fils et les petits-enfants, chacun se démerde. Parce que moi, je suis pour la responsabilité individuelle. Tu vois c'est vraiment la posture libérale de la question. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Tony? T'es plutôt... Moi, je suis moitié-moitié. Moitié-moitié. C'est-à-dire que Eric, il a une part, il a raison. Et il y a une autre part. Je trouve c'est dommage de tout ce que tu as construit. Que tes enfants, ils gâchent tout. Donc, je suis au milieu, moi, je dirais. Je suis au milieu. C'est-à-dire qu'il faut leur donner une responsabilité et en même temps, de continuer, on va dire, la tradition par rapport à tous ceux qui ont travaillé avant toi, une forme de respect par rapport à tout ce que tu as créé. Tout ce que tu as créé, Eric. Moi, je trouve que tes enfants, ils devraient quand même respecter par rapport à tout ce que tu as construit. Oui, mais ça, c'est une question morale, et je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te dis, je suis moitié-moitié, en fait. Moi, je suis au milieu. Mais il faut qu'ils soient responsables aussi. Oui, si je ne pense pas que je commencerai à 10 ans. Ouais. Moi, j'avais un peu cette pensée, mais j'aurais plus commencé vers 18 ans, 18, 20 ans, quand ils sont majeurs, et que quand la somme que je veux leur donner vers 30, 35, je sais pas encore, tu vois. C'était 30, 35, qu'ils savent quand même quoi faire avec, quoi. Ouais, je comprends. On parlait tout à l'heure un petit peu de figures publiques, etc. Attends, mais juste pour rebondir, et par rapport à ce qu'Eric il a dit, il faut que tu leur donnes une certaine responsabilité, c'est-à-dire que tu vas leur laisser un patrimoine, ils vont avoir un truc à gérer, mais tu peux pas tout contrôler aussi comme un trust et après ils peuvent plus rien faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent rien vendre, ils peuvent rien faire. Il faut que tu leur donnes quand même une forme de liberté, on va dire, pour qu'ils puissent même faire grossir le patrimoine. Parce que là, on parle à chaque fois que genre ils vont la tuer, mais ils peuvent la grossir. C'est pour ça que je dis je suis moitié-moitié. Je pense qu'il y a une moitié, je dirais, au trust. Bon, faut garder un certain minimum, tu vois. Mais une autre moitié, s'il a envie de vendre ça ou il a envie de vendre ça parce qu'il pense que ça peut faire ça, il faut lui donner la liberté de pouvoir faire ça. C'est pour ça que je dis je suis moitié-moitié. Non, mais je suis d'accord, donner une toute liberté. Mais en tout cas, je suis pas attaché à faire perdurer mon nom, mon patrimoine et mon empire sur les générations qui suivent parce que chacun son fardeau, chacun sa vie et après, il faut dire que je suis biaisé aussi dans le truc. Pourquoi ? Parce que quand j'étais en banque, le nombre de cas de figure où je gérais justement l'héritier dont la génération d'avant avait créé la fortune et que moi je les voyais faire beaucoup d'erreurs, perdre beaucoup d'argent, notamment l'un de mes clients qui avait la maison qui a été vendue ensuite à Rihanna ou qui avait été achetée, machin. Je les ai vus dilapider beaucoup d'argent, faire des bêtises. Donc la statistique va dans ce sens va dans ce sens-là. C'est une question après d'éducation, il faut faire les choses bien, respect. Mais en tout cas, je réagissais par rapport à cette vision d'empire qu'on doit absolument préserver. En tout cas, voilà, moi je raisonne pas comme ça. Mais je comprends. Puis j'ai un truc qui me vient en tête. J'en parlais à Tony tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est dans un très beau cadre avec des livres qui sont très très anciens. J'expliquais à Tony que l'un des moments qui m'avait le plus marqué à la banque, si ce n'est le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand on a l'un de nos clients, en banque privée, on a deux prestations, on a toutes les prestations bancaires classiques et puis on a les prestations de coffre-fort. L'un de mes clients qui était un antiquaire syrien, qui avait entre 70 et 80 ans, dont justement le fils faisait beaucoup de bêtises avec l'argent, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Lui avait sauvé de la guerre des ouvrages qui ressemblaient à ceux-là. Des ouvrages rares, hyper rares, je crois le deuxième ou le troisième exemplaire du Coran, vraiment des livres qui n'ont pas de prix. Et donc donc dans la prestation coffre-fort, le client utilisait nos coffres pour classer tous ses livres. Et un jour, la banque a été inondée, donc forte pluie. Donc il faut imaginer une salle des coffres qui ressemble un petit peu à la salle dans laquelle on est. Et l'eau monte à peu près à 1,50 m de haut. Et donc les ouvrages sont sous l'eau. Voilà. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on ne peut pas vite ouvrir le coffre et sortir les livres. Parce que la banque n'a pas le droit d'ouvrir le coffre. C'est au client. On doit appeler le client, l'informer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'on attende une semaine qu'ils viennent de je ne sais pas quel pays. Est-ce qu'il a une clé il n'y a que lui qui a la clé. Enfin, il y a un système de double clé, c'est très sécurisé. Mais qui viennent, qui ouvrent le coffre et qu'on constate en gros les dégâts ensemble. Et je peux vous dire que ce jour-là, donc c'est le fils qui est venu. Parce qu'il dit donc il arrive, il ouvre le coffre, on fait toute la procédure, etc. Je peux vous dire qu'on tirait la tronche parce que c'était à nous qu'il avait confié cet héritage historique. On ouvre les coffres
Et quand je vois le fils qui prend le truc qui ressemble plus à un bouquin, qui est totalement effrité, détruit, des paquets d'encre qui tombent, et il dit si mon père était là ce jour-là, il serait mort, il serait en train de faire une crise cardiaque, je pense. Ouais. Ça m'a énormément touché, ce souvenir-là, parce que tu sais, c'est le truc que tu vas traîner. Et en plus de ça, c'est pour ça que j'y pense, c'était qu'en plus, avec il avait un certain patrimoine, ce monsieur, grâce à des livres qu'il vendait, il était antiquaire d'objets inestimables. Et ben voilà, moi j'ai vu toute la génération après lui dilapider un petit peu l'argent. Qui a bien contribué aussi quand même. Et ouais, malheureusement, la banque t'a pas aidé, quoi. contribué. Non, je te jure, c'est horrible. Alors, et en plus, si tu veux, c'est que la banque ne peut pas assurer ce qu'il y a dans le coffre, puisque tu ne sais pas ce que le client a mis dans le coffre, il n'y a que lui qui met ce qu'il veut dedans. Par contre, je sais qu'elle a financé tout ou partie des réparations des livres pour ceux qui pouvaient être restaurables. Donc, voilà, quand même, c'était le truc. Mais bon, voilà, ça fait... voilà, petite digression, mais voilà. Encore une belle histoire. Encore une belle histoire, ouais. Des histoires de banque comme ça, je peux t'en raconter. Je reviens au sujet qui était le nôtre tout à l'heure, et c'est plutôt pour Tony. Est-ce que Tony, à partir du moment où tu es rentré dans l'image publique, tu as travaillé ton image, travaillé ta réputation, je deviens une figure publique, je dois contrôler le truc et tout, ou alors, je ne fais rien, je laisse couler, je suis moi-même, et advienne que pourra. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux parce que quand tu commences à prendre de l'ampleur et que tu te rends compte, ok, je deviens un ambassadeur là, de la France, du basket français par rapport aux États-Unis, tu as quand même, pour moi, une certaine responsabilité par rapport à tous les jeunes qui vont te regarder. Donc je dirais c'est un peu des deux. Il y a une partie, tu veux quand même un peu contrôler ton image et qu'il n'y ait pas tout et n'importe quoi qui sort. Parce que quand tu commences à exploser, tu as 50 000 demandes des médias. Donc tu peux pas faire, moi je trouve que tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Et tu as une partie ici, il faut que tu restes quand même toi-même. Il faut que tu restes authentique. Tu peux pas faire une image qui est trop fake parce que les gens, ils vont le ressentir. Les gens, ils sont pas cons. Ils savent de nos jours quand c'est des vraies interviews et que tu es authentique et que tu es naturel. Et des trucs où c'est en mode robot, les gens, ils savent. Hein. Mais t'as un publiciste, t'avais quelqu'un qui gérait ton image avec la NBA. Oui, bien sûr, avec la NBA, ils font des propositions et ils t'éduquent même la NBA par rapport à ça. Ils t'éduquent par rapport au niveau les finances. Ils te font rencontrer plein de banques et ils te font une éducation par rapport à ça. Ils te font une éducation aussi par rapport à la vie sexuelle et les filles et les maladies et tous les trucs comme ça. Ah, ils vont loin, non? Enfin, ils t'éduquent le package. T'imagines, t'arrives, t'as 18-19 ans, t'as toute l'éducation à faire. Là, en tout cas, la NBA, c'est le parti pris par rapport à éduquer leurs joueurs parce que pour eux, ils investissent dans ça. Parce qu'après, nous, on représente la NBA dans le monde entier. Donc, c'est l'image de la NBA. C'est après nos images aussi respectives. Et il y a aussi tout un volet sur comment gérer ton image, tout ce qui est PR. Donc moi, oui, bien sûr que j'ai pris des personnes et que je me suis entouré pour gérer tout ça. Et quand tout le monde te connaît, qui c'est qui te connaît vraiment ? Je pense tes vrais amis. Je pense que tes vrais amis, ceux qui te connaissent avant que tu sois connu, je pense que ça, c'est les vrais. Même si moi, par rapport à ma vie, tu peux toujours avoir des bonnes rencontres dans une vie, tu peux toujours rencontrer des bonnes personnes à différentes périodes de ta vie. Voilà, moi je pense que Eric et toi, vous êtes des bonnes personnes. On a appris à passer du temps ensemble, à s'apprécier. T'as différents moments et puis des fois tu vas perdre des amis, il va arriver quelque chose ou t'as eu une trahison, tout ça. C'est pas facile de garder des amis pendant 30, 40 ans. Hein. Et puis même toi, t'évolues, toi aussi, tu changes et t'as différentes motivations, différentes priorités. Tu peux avoir tes amis où ils veulent tout le temps sortir, ils veulent pas grandir et toi tu commences à avoir une famille, t'as des enfants, t'as différents moments de ta vie où t'as différentes priorités, t'as des gens qui viennent, qui repartent. Donc, je pense que toi, il faut juste que tu restes toi-même et que tu vas avec tes valeurs. Moi, je trouve que depuis que quand j'ai commencé en NBA à 19 ans et maintenant, je trouve pas que j'ai changé tant que ça, en fait. J'ai une question qui me vient. C'est les gens autour de toi qui changent aussi. Tu sais, ils ont une différente vision. Ouais, ils projettent des choses sur toi. Ouais, parce qu'ils projettent des trucs, ils pensent savoir qui t'es. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils te rencontrent et ils t'ont toujours vu qu'à la télé. Et donc, ils imaginent tout et n'importe quoi. Et moi, combien de fois on m'a dit, tu sais, tu me rencontres pour la première fois et puis on commence à discuter. Mais je pensais pas du tout que tu étais comme ça, en fait. C'est ça m'est arrivé plein de fois. Ouais. Tu as déjà subi cette trahison dont tu parles vraiment une fois. Là, tu as perdu quelqu'un, il te l'a fait à l'envers et c'était définitif. Oui, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Bien sûr, je pense que
Enfin, je pense que tout le monde dans sa vie, on a été déçu ou trahi. Moi, personnellement, je trouve que ça fait partie de la vie, en fait, tout simplement. Et puis, tu sais, les gens, ils deviennent vraiment zinzin avec l'argent. Ouais. Je trouve que quand il y a beaucoup d'argent en jeu, les gens, ils deviennent fous. C'est incroyable, moi, ce que j'ai vécu dans différents scénarios, différents trucs. C'est incroyable. Et moi, je suis bien content par rapport à l'éducation que j'ai eue de mes parents, d'avoir jamais perdu les pieds ou perdu la tête par rapport à l'argent. Parce que des fois, il y a des gens, j'en parle souvent avec mon avocat, où il a plein de clients, mon agent, ils ont plein de clients, et ils me disent tout le temps, les plus grands sportifs, j'ai le moins de problèmes avec vous. Il n'y a jamais de problème. Tu m'appelles jamais. Des fois, j'ai l'impression est-ce que je suis encore ton agent? On en parlait la semaine dernière. Et ton avocat, je le trouve très bien. Je trouve merci. Il est super, merci. Ton avocat, il est... Et il a d'autres athlètes où ils n'arrivent même pas à ma cheville. Tu sais, c'est presque personne. Et ils se prennent pour je sais pas qui. Et puis, ils ont 50 000 problèmes avec la famille et la femme et nanana. Et des fois, ils me racontent des histoires. Je fais wow. Et moi, je l'appelle presque jamais, en fait, mon agent. Mon agent et mon avocat, je les appelle presque jamais. Ouais, sauf quand il y a besoin. Justement, tu parles d'argent. Petite question sur l'argent, c'est aujourd'hui, est-ce que cette indépendance financière rime avec la dépendance mentale? C'est-à-dire, est-ce que l'argent, on y pense tout le temps et il faut faire mieux et il faut que je le fasse travailler? Est-ce que ça vous crée... Aujourd'hui, est-ce que c'est pas devenu la seule pression que tu as, par exemple? Non, moi, c'est pas mon moteur. Moi, mon moteur, c'était jouer au basket et devenir le meilleur basketteur. Moi, je joue pas au basket pour l'argent. Tu vois, moi, je trouve ça dommage quand je fais mes camps de basket, là, et tu sais, que j'ai les jeunes devant moi et que les premières questions, c'est ça fait quoi d'être connu? Ça fait quoi d'être riche? Parce que moi, ça, c'est mon objectif. À chaque fois, tu sais, ça me fascine. Parce que moi, quand je rencontrais un sportif de haut niveau, mes premières questions, c'est comment tu fais ce move-là quand le défenseur va faire ça? Moi, c'était des trucs basket, techniques. Ouais. Moi, je suis toujours impressionné quand les premières questions, c'est ça fait quoi d'être connu? Ça fait rien. Moi, je joue au basket parce que je voulais être le meilleur au monde, parce que je voulais gagner des titres. Et pour moi, si tu fais les choses pour les mauvaises raisons, tu gagneras pas d'argent, t'arriveras pas à le garder en tout cas. Et donc, tu penses, aujourd'hui, ta carrière, elle est derrière toi, ça y est, c'est fini, tu n'auras plus le moteur qui t'animait avant. Est-ce que tu penses que tu es rentré, du coup, dans une seconde phase forcément moins excitante que la première, ou est-ce que tu as trouvé d'autres choses? Non, business. Là, je viens d'être nommé coach de l'équipe de France U17, Coupe du Monde. Moi, mon moteur, c'est je veux gagner la Coupe du Monde. Ok, et ça, même niveau de satisfaction qui t'arrive que toi gagner ton titre. Bien sûr, parce que moi, c'est moi qui me mets mes propres objectifs. Ouais. Moi, j'ai pas besoin d'autres personnes ou des journalistes ou des gens qui vont sortir leur science à dire, tu sais, c'est quoi les objectifs. Okay. Moi, je me mets ma propre pression. De toute façon, c'est moi qui se mets le plus de pression, hein, c'est moi-même. Hein. C'est pas les autres gens. Hein. Et moi, je reste excité sur mes trucs. Et comme j'ai jamais fait les choses pour l'argent, c'est pas mon moteur. Oui, l'argent, ça aide dans la vie de tous les jours. Je suis content de le partager avec ma famille, aider mes parents. Tout ça, c'est génial. De pouvoir acheter une maison pour ta maman, c'est génial. Mais c'est pas mon moteur principal. Ok. Donc aujourd'hui, tu as vraiment la dualité sportif ou ancien sportif selon la vision et businessman. Tu dirais quand même que le moteur sportif, il est plus fort que le moteur business? Non, moteur business, pour moi, c'est encore autre chose. Okay, tu peux avoir un impact sur la société, tu peux changer la vie des gens, que tu peux essayer de créer des plateformes, parce qu'il y a plein de jeunes qui sont super talentueux, mais ils n'ont pas les plateformes pour pouvoir s'exprimer. Il y a plein de choses que tu peux faire dans le business où tu peux avoir un impact. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est d'amener ma petite pierre à l'édifice et avoir un impact sur notre société, et c'est d'améliorer la vie des gens. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Dans le sport, j'ai envie de vivre des émotions fortes et gagner des titres parce que je veux continuer à marquer l'histoire de mon sport. Et dans le business, je veux avoir un impact. Toi, Eric, qui as connu, tu en as déjà parlé un petit peu, je ne sais pas si le terme est juste, la ruine de ton père qui était dans la porcelaine, qui s'est fait dégommer par le marché chinois. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui ce rapport à l'argent et quelle est ton ambition aujourd'hui avec The Bitcoin Society? Quel est le moteur aussi que tu as derrière? Et voilà, la première question, c'était ton moteur argent-business. Alors moi, j'ai jamais eu le moteur de l'argent parce que, en fait, j'ai toujours su, quand j'étais petit, pour une raison inexplicable, que j'aurais jamais de problème d'argent.
Je me suis dit, et c'est pas parce que mes parents étaient riches, allaient me donner de l'argent, pas du tout. On était une famille normale, peut-être plutôt aisée. Et après, bon, c'est vrai que l'aventure familiale s'est mal terminée, mais bon, ça n'a pas non plus été la ruine. Donc, ça s'est bien passé. Mais je me disais, quoi qu'il arrive, je n'aurai jamais de problème d'argent, j'en aurai toujours. Et donc, ça ne m'inquiétait pas, et c'était surtout pas une obsession. Moi, le seul moteur que j'avais, c'était, à l'époque, devenir ingénieur, concevoir des ordinateurs, travailler, construire quelque chose. Je ne savais pas trop quoi. Après, je suis devenu entrepreneur, donc j'ai compris que c'était ça ce que je voulais être. Et j'ai toujours poursuivi ma carrière dans le but de construire, d'avoir de l'impact, et je pense de prouver au monde que j'étais capable de faire quelque chose. Une des manières de le mesurer, c'est l'argent. Donc, évidemment, que le fait d'avoir plus en plus de chiffre d'affaires, d'avoir des réussites, c'était quelque chose qui était important pour moi et que je valorisais, mais je n'ai jamais cherché à gagner de l'argent. Et du reste, moi, le seul truc qui me faisait peur quelque part, c'était de gagner au loto. Je me disais, le pire truc qui puisse m'arriver, c'est gagner au loto, parce que je me disais, je recevrais de l'argent sans le mériter. Ah et je savais que si j'avais beaucoup d'argent qui me tombait dessus... Les gars, arrêtez de jouer, on arrête Notre seul plan de succès, il faut arrêter. Donc, évidemment, je jouais pas au loto, mais c'était vrai ce que je pensais ça, à l'époque. Et donc, aujourd'hui, j'ai bien réussi. Effectivement, j'ai des fonds, des actifs, de l'argent. C'est pas un truc auquel je pense pas trop. Alors, évidemment, il y a quelqu'un qui a de l'argent pour dire ça. Hein. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'argent, je pense qu'il pense beaucoup et c'est normal. Et c'est normal. Donc, là-dessus, bon, mais c'est juste une vérité. C'est-à-dire que je me dis pas, il faut que je place l'argent que je gagne. Je m'en fiche complètement. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai quitté Ledger et que Ledger a fait sa route sans moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, ça se trouve, ça va marcher, mais si ça plante, c'est fini, c'est pas grave, je m'en fiche. Enfin, ça m'impacte pas. Et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de Bitcoin, c'est mon actif principal. Des fois, ça monte, des fois, ça descend, ça se crache. Je m'en fous. Ça m'impacte pas. Et donc, la seule chose qui m'intéresse et qui m'impacte, par rapport à The Bitcoin Society, la société qu'on lance, c'est de réussir à prouver une fois de plus que je vais être capable de créer une grande société, qu'on va réussir à faire quelque chose d'immense, qui a de l'impact partout, une vraie réussite, qu'on va réussir à faire ça ensemble, et qu'à la fin, je pourrais me dire, ah bah ouais, tiens, j'ai fait ça, j'ai réussi. Et donc là, je pense que c'est une question d'ego, une question de prouver à moi-même que je suis capable, de prouver au monde que je suis capable. Donc là, je pense qu'on est vraiment, c'est très psychologique. Évidemment que ça va apporter... une réussite financière supplémentaire peut-être, mais c'est pas ça ce que je vais mesurer. Donc c'est vraiment le moteur, c'est de construire, de montrer qu'on est toujours capable de faire quelque chose, en fait, de montrer qu'on impacte, qu'on existe et que notre rôle dans la vie, finalement, il n'est pas neutre, parce que sinon, et ça répond, je pense, à l'angoisse existentielle, qu'au final, on n'est qu'un petit grain dans l'univers. Et c'est voilà. Intéressant, parce que c'est vrai que c'est rare le cas de figure dans lequel l'argent... Enfin, c'est souvent, pardon, que l'argent crée plus de stress, en fait, que de sécurité. Parce que ça y est, quand t'as de l'argent, vite, faut le placer, faut le bouger, je peux pas avoir moins d'argent que la veille. Toi, Tony, t'as pas été dans ce cas de figure-là, tu t'es... Non, je me suis... je me suis pris la tête avec ça, en fait. Je réfléchis pas comme ça, en fait. Moi, je suis plus drivé par les projets que l'argent qu'on va recevoir. Après, tu mets une équipe en place, hein, tu as une équipe financière, tu leur fais confiance, ils font leur rapport tous les 3 mois, et moi, ils me font mes rapports, et voilà, quoi. En fait, j'y pense même pas, en fait. Ouais, ok, je comprends. Je reviens avec une question pour toi, Eric, parce que ça, tu l'as souvent dit, tu ne crois pas au mythe. Quand vraiment tu te donnes à fond dans le business, tu ne crois pas au mythe vie perso, vie pro. L'équilibre. Ouais, l'équilibre, ça, tu n'y crois pas. Est-ce qu'on peut quand même réussir sans se cramer ? Sachant que tu as eu cet épisode physique ultra... Ouais, je me suis cramé une fois. Je me suis cramé, c'est-à-dire que effectivement, à un moment, j'ai tellement travaillé, tellement de pression, tellement de trucs, même si on s'en rend pas compte, que lorsque j'ai quitté Ledger et que je me suis arrêté et que tout est retombé, j'ai le cœur qui a eu des problèmes, je me suis fait opérer, enfin vraiment, paf, ça y est, l'addition était arrivée. Je pense que oui, on peut quand même réussir sans se cramer si on fait l'effort nécessaire d'écouter son corps, de faire du sport, de faire des trucs, mais moi je le fais pas. Parce que je ne sais pas faire, et puis en fait, je n'ai pas la capacité, je pense, de mettre dans un état d'esprit où je vais faire attention à ce genre de choses, parce que je n'ai jamais su le faire. Donc, tu n'arrives pas à compartimentaliser ? C'est dire, OK, maintenant, il faut que je mette de côté 2 secondes le business,
je vais faire mon heure de sport, je vais faire un petit peu les soins, tu sais, parce que quand tu fais du sport, et c'est prouvé, tu reviens encore plus fort dans le travail. Ouais. Tu sais, t'es frais mentalement, c'est impressionnant l'effet que ça fait. Je peux vous dire que vous êtes très différents. Moi, je vois vos deux façons de faire. Non, vous mais êtes deux opposés sur cette... J'ai essayé, évidemment, parce que tout le monde me dit ça. Et même après ton opération au cœur, tu t'es pas dit, bon, tu sais quoi, je vais faire un peu de sport, je vais faire un peu de ça. Non, je me suis dit, je vais me calmer. Et donc c'est quoi te calmer pour toi? C'est embaucher Nathan. Embaucher Nathan. Je vais dire, c'est Nathan qui fait le sale boulot. Donc c'est-à-dire, donc moins bosser. Ouais. Mais j'ai essayé de faire du sport. J'ai même pris un coach, etc. Et t'as pas vu les... Mais tout le monde me disait, tu verras, au bout de 6 mois, tu pourras plus t'en passer, quoi. Et donc je me suis forcé. Mais c'était horrible. En fait, et j'y arrive pas, donc j'ai pas fait comme ça, quoi. Non, et je comprends pour les bénéfices. Enfin, j'ai aucun doute sur ce que tu me dis. Je dis pas que le sport ça sert à rien. Non, je suis contre, pas du tout. C'est que moi, ça demande trop d'efforts mental et j'y arrive pas. J'arrive pas à me motiver là-dessus. Je sais comme ça. J'aimerais être Team Tony là-dessus, mais je suis Team Eric. C'est-à-dire que j'ai mon coach, mais je peux te dire que la veille de chaque jour où j'ai sport, je peux te dire que putain, j'ai pas envie d'être le lendemain, quoi. C'est pas un plaisir. Ah ouais, moi, je suis un mec de sport. Mais c'est même pas une question, tu devrais même pas le voir comme un plaisir. C'est pour ton corps, en fait. Ouais. C'est-à-dire que même inconsciemment, c'est pour que tu sois mieux dans la vie de tous les jours. Et je suis mieux le lendemain. Et tu vas te lever, tu seras mieux. Dans tout ce que tu vas faire, tu seras mieux. Enfin, c'est pas que dire prendre du plaisir. C'est T'as raison. Et c'est vrai, puisque le lendemain, après ma séance de sport, il y a aucun moment où je me sens mieux. Je me sens hyper bien. Mais, tu vois, moi, je suis un... Parce que là, tu te lèves à chaque fois, t'es fatigué le matin. Non, écoute, ça va, parce que j'ai 3 séances par semaine. Non, jamais. Pas de café, pas de drogue, pas de trucs là-dessus, comme toi, pas d'alcool, enfin, très peu. Mais, tu vois, par contre, tu me dis, on va faire un foot, parce que moi, j'ai fait 20 ans de sport co, de foot, de rugby, de tennis, de boxe. Bon, ça, c'est pas... Voilà. Mais surtout sur les sports co, mais jamais j'ai retrouvé le plaisir de faire du sport. En fait, courir sur un terrain de foot, un ballon, pas de problème. Mais alors, aller soulever des trucs, faire des pompes, machin, mais alors, ça me fait chier, tu vois. Je prends pas de plaisir, même si mon coach, il est incroyable et d'une patience ouf. C'est vrai que c'est dur, quoi. J'ai pas le... Ça, c'est vrai que forcément, rien qu'avoir tes salles de sport, t'as envie d'utiliser. Tu vois, parce que moi, je savais pas ça, Eric. Là, je viens de l'apprendre, là, que t'as eu une opération au cœur. Je suis sûr, on pourra jamais savoir, hein. Mais s'il faisait du sport et qu'il faisait ces trucs, il n'aurait jamais fait opération du cœur. T'imagines, opération du cœur, c'est chaud quand même. Ouais, non, mais c'est-à-dire que mentalement, inconsciemment, comment ton corps, avec le stress, comment ça a dû te bouffer à l'intérieur. Parce que c'est ça le sport, hein. C'est pour qu'à l'intérieur, tu sois bien, que tout soit nickel et que le stress te prend pas toute ta tête, en fait. Moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à dormir. Je fais, comment ça, vous n'arrivez pas à dormir? Je sais pas, ma tête, elle tourne tout le temps, j'ai tout le temps des pensées, j'ai tout le temps des trucs. Je fais, ah bon, et tout. J'ai fait, moi, dès que c'est l'heure de dormir, c'est comme si j'appuyais sur un bouton, je me dis, c'est bon, pam, je dors. Je fais mes 7 heures, là, et puis, je voyage dans le monde entier, décalage horaire. Enfin, vous connaissez maintenant un peu mon programme. Moi, je suis partout. J'ai zéro problème. Mais je pense sincèrement, c'est parce que je fais du sport, parce que je fais attention, je mange sainement, tout ça. Et je suis sûr que si tu avais fait ça, Eric, tu n'aurais pas eu opération du cœur. C'est possible. Non, mais je te crois. Alors après, je fais aussi attention, c'est-à-dire que je mange sainement. Ça, oui. Enfin, voilà, je suis un régime, je mange pas de sucre, parce que je sais que... mais t'as le profil grand maigre aussi, tu sais. Oui, j'ai un profil grand maigre. Enfin, je pense que génétiquement... Génétiquement, j'ai jamais eu de problème de poids. J'ai un bon métabolisme. J'ai un bon métabolisme, exactement. Tu vois, j'ai pas de chance. Et aussi, moi, le soir, je dors très bien. Pareil, donc en fait... Parce que le sommeil, c'est important. Ouais, le sommeil, c'est important, bien sûr. Quand on fait tous les business qu'on fait, il faut toujours penser à tout. Donc forcément, il faut faire attention à ton cerveau. Moi, ce que j'aime bien aussi faire le matin, je sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi, le matin, quand je me lève, j'aime bien faire des travaux de respiration. Donc, tu sais, tu as le nerf vague et c'est pour rééquilibrer ton cerveau. Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, il y a un nerf vague là qui passe. On apprend des trucs là. J'en apprends, j'écoute. La dernière fois, on parlait crypto et tout, mais là, on apprend. Et c'est pour équilibrer ton cerveau. Et ça dure 5 minutes. Le matin, tu sais, t'inspires, t'expires, 5 minutes. Tu as la petite appli, tu sais, ça monte et tu dois rester 5 secondes. T'inspires, 5 secondes, t'expires. Tu fais ça 5 minutes. Et avec le temps, ça rééquilibre ton cerveau pour que ça donne du tonus, pour que ton cerveau il soit nickel tous les jours. Je pourrais jamais faire ça.
Jamais. Mais ça dure. Et tu peux faire 2 minutes, 3 minutes. Même 20 mais secondes. pour ton cerveau, je te jure, Eric. Non, mais je te crois. C'est incroyable. Mais en fait, c'est pour moi, c'est en termes de discipline. C'est pour à l'intérieur, c'est pour ton corps, en fait. Mais je suis sûr que tu as raison, tu vois, et je mets pas du tout en doute l'impact que ça peut avoir. C'est pour ça, les gens, ils se demandent toujours, mais Tony, c'est obligé, tu bois du café ou moi, je bois pas de café. Mais t'es obligé, tu prends quelque chose parce que j'ai tellement d'énergie, je suis tellement tout le temps à fond, positif et de ça. Et je dis non, tout ce que je fais, c'est faire du sport, exercice de respiration, terminé. Ouais, bah franchement, c'est. Écoute, moi, pour répondre à la question, j'ai mon coach, voilà, j'ai 2-3 séances par semaine. Sinon, non, mon petit plaisir du matin, moi. À part faire l'amour, bien sûr. Ouais, j'ai pas cette chance. Non, je vais dans mon poulailler. D'accord, j'ai mes petites poules. Non, pas les poules quand même. Là, je m'enferme 1 heure avec mes poules. Non, je vais chercher mes œufs. Parce qu'aujourd'hui, l'œuf est devenu une denrée rare, tu vois. Donc, j'ai fait 1 an de négo avec madame. Tu vas chercher les œufs ? Je vais chercher les œufs. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, va au supermarché, ça coûte cher. Il n'y a plus d'œufs dans les rayons. Non, mais attends, il y a une pénurie. T'habites où ? Mais attends, il y a eu une période où, moi, je me trouvais de la photo du centre commercial. Mais il y c'est avait vrai plus que d'œufs dans les rayons. C'est compliqué. Moi, je faisais pareil. J'ai toute la team qui me valide, là. À San Antonio, pareil. J'avais un poulailler. Moi aussi, j'ai un mes poulailler, enfants, en plus. ils allaient chercher ouais. les œufs. Et tous les matins, Ouais. les œufs frais. C'est ton plaisir. Ça, c'est un petit Et plaisir. tu gobes l'œuf Non, je le fais cuire faux plat et tout. Et voilà, et c'est ça. Et ça, c'est ton petit plaisir du C'est matin. mon petit plaisir du matin. J'aime bien. C'est mon petit plaisir du matin. Bien. C'est ça. J'aime C'est bien. simple, mais c'est efficace. Mais les choses simples, des fois, c'est les meilleures. Et ouais. Et puis ce sera le mot de la fin, parce que on arrive au bout de cet épisode. Avant de terminer, j'avais une question pour tous les deux. Je vais commencer avec Eric. C'est qui la personne la plus célèbre dans ton répertoire téléphonique ? Tony. C'est vrai, je pense que j'ai la même réponse. Je réfléchis si j'ai pas, parce que j'ai quand même 2-3 politiques. Mais je pense qu'on s'en fout. Moi, ce que je veux savoir, c'est la la réponse de Tony. C'est qui, toi, le nom ? Alors, je pense que je l'ai, moi, mais bon, peut-être... Non, je dirais Macron. Non. Macron, Michael Jordan. Voilà, il n'y a rien à voir. Macron, les gens ne le connaissent pas en Indonésie. Hein. Oui, c'est vrai. Mais je dis juste, c'est notre président. Et j'envoie un message, il va répondre. Ok. Jordan, mais sinon, Jordan, ouais, je dirais Jordan, le plus connu. Ouais, c'était quoi ton... On va essayer de le faire rapidement, mais ton rapport avec Michael Jordan, est-ce que c'était un grand frère ? Déjà, ami proche. moi, c'était mon idole. À la base, c'était mon idole. Ouais, c'est lui qui m'a inspiré avec mon père. C'est les deux qui m'ont inspiré à faire du basket. Mais après, quand j'ai joué pour son club, là, c'est devenu un ami. C'est devenu un ami parce que comme j'étais le vétéran de l'équipe, il fallait que j'accompagne les jeunes de l'équipe. Et donc, moi et Jordan, comme on avait tous les deux gagné des titres, on voulait accompagner cette équipe et essayer de leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette culture de la gagne et tout ça. Et c'est là où c'est devenu vraiment un frère. Et après, moi, j'ai commencé à lui demander, OK, au niveau business, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que moi, mes 2 exemples dans le business, tu as Jordan et tu as Magic Johnson. Magic Johnson sont il est fort, incroyables à réussir dans le business avec Starbucks. Enfin, il a fait tellement de choses. Plein de trucs, mais Magic, c'est lui que je m'inspire. Par rapport à quand j'avais demandé à le rencontrer, il m'avait donné des conseils, crée ton réseau pendant que tu es en activité, attends pas que tu sois à la retraite, parce qu'après les gens ils t'oublient vite. Et donc Magic, il m'a vraiment, on va dire, accompagné par rapport au business. Et d'ailleurs, c'est un des livres que je relis de temps en temps, 32 Ways to be a Champion in Business. C'est un peu mon livre que j'adore. Ok, incroyable, super. Bon, merci à tous les deux. C'est la fin de cet épisode de Fracture. J'espère qu'il vous a plu. Dites-nous en commentaire s'il y a des choses que vous voulez qu'on traite, si vous voulez qu'on aille plus loin sur certains sujets. Pensez aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, ça compte beaucoup pour nous. Merci à tous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Vraiment c'est stylé ça. C'est la petite touche Vega. Et il y avait aussi probablement une question d'ego. Problème de son. Ok, je pensais que ce que je disais en fait c'était pas intéressant. Donc c'était trop long ou trop technique. C'était notre meilleur épisode, je pense, aujourd'hui. Il était hyper fluide, celui-là.